En Île-de-France. Et bonsoir Philippe Assor, vous êtes avocat en droit de la famille. Je vais d'abord m'adresser à vous. Je ne sais pas comment vous regardez cette histoire. Au début, on s'est dit qu'un adolescent avait peut-être été séquestré, isolé du monde par sa mère pendant 14 ans. Depuis, nous l'avons entendu, elle témoigne. Elle essaie de raconter autre chose, de dire qu'ils avaient des sorties ensemble, un rapport fusionnel et que c'est la société qui la juge avant que la justice ne se prononce, que c'est juste une histoire hors norme. Oui, en tant qu'avocat, moi j'ai pour habitude de rester très circonspect. D'abord, j'ai horreur du tribunal médiatique, mais c'est vrai que cette affaire interpelle. On a une situation qui est totalement atypique, anormale, marginale. Est-ce qu'elle est infractionnelle? Cette dame est poursuivie, elle va être jugée, mais elle n'est pas encore condamnée. Donc, elle a aussi le droit de se défendre, elle a aussi la liberté qui est la sienne. Maintenant, on a quand même des indicateurs dans ce dossier qui font, comme on dit, on a des lumières rouges qui s'allument. Concrètement, d'abord, elle a échappé au radar. C'est une certitude. Cet enfant n'est pas né en France. Un enfant qui est né en France, il y a tout de suite un traçage, si je puis dire, avec la PMI. Il y a un contact avec la famille. Donc, il n'est pas né en France. C'est un premier élément. Oui. Deuxième élément, elle a déménagé. Donc là aussi, elle l'a dit, qu'elle n'a pas toujours vécu à Rennes. Donc a priori, quelles ont été les motivations de ce déménagement? On sait que dans les dossiers de maltraitance, le déménagement fait que vous n'êtes plus en odeur de sainteté là où vous vous trouvez. Troisième élément, il y a clairement un défaut de suivi médical dans ce dossier. Et là, elle a manqué à ses obligations de ce point de vue-là. On doit veiller à la santé, l'éducation, la moralité, la sécurité des enfants. C'est dans le code. Et donc, ce manquement, cette soustraction fait qu'elle est parfaitement poursuivable de ce point de vue. D'ailleurs, je crois qu'elle ne conteste pas que les vaccins ne sont pas à jour. Elle le dit clairement. Elle le dit clairement. Voilà. Après, elle n'a jamais été vaccinée. Voilà, il n'a jamais été vacciné, ou je crois qu'il aurait fait les tout premiers vaccins et encore à vérifier. Donc ça interpelle énormément. Maintenant, il y a quand même deux niveaux. D'ailleurs, elle est poursuivie sur les deux niveaux. On voit bien qu'il y a d'abord la soustraction aux obligations vis-à-vis de l'enfant, et ensuite il y a la privation de soins et la maltraitance, privation de soins et d'aliments. Donc on voit bien qu'on est à deux niveaux. Elle est poursuivie sur les deux niveaux. Donc je pense que de ce point de vue-là, le parquet a essayé de border le dossier, parce que pour la privation de soins et d'aliments, on est sur une infraction avec un caractère intentionnel très fort, ce qui signifie qu'il y a une volonté de la part du parent de porter atteinte à l'intégrité de l'enfant. De ce point de vue-là, elle a déjà commencé à se défendre, et je suis quand même un peu interpellé par différents indicateurs, moi aussi en tant que professionnel de justice. L'affaire remonte à juillet 2022, on est quand même en mai 2023, donc il s'est passé quasiment un an. Je note qu'elle n'est mise en garde à vue qu'au bout d'un an. On ne va pas me faire croire que l'enquête préliminaire a duré aussi longtemps. Donc on a peut-être un petit dysfonctionnement que les gens ont du mal à réaliser. Je suis ravi de pouvoir le dire aujourd'hui. Entre le moment où on a un parquet qui va s'intéresser, d'ailleurs, sur signalement de l'hôpital, il n'y a personne qui est allé porter plainte de quoi que ce soit. Donc on voit qu'il y a un signalement, et le temps de réponse judiciaire qui est particulièrement long et surprenant. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, elle est mise en garde à vue et elle sort libre sous contrôle judiciaire. Donc là aussi, ça interpelle. Donc, pourquoi ça interpelle? Ça interpelle parce que si c'était si grave, la mise en détention aurait pu être ordonnée. Elle n'est pas avec son fils, il a été placé. Ah oui, mais enfin, l'infraction, si elle est consommée, elle est suffisamment grave pour qu'on considère que cette personne... Que risque-t-elle aujourd'hui? Elle risque, alors très clairement, 7 ans d'emprisonnement, jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, et jusqu'à 100 000 € d'amende, qui est l'infraction la plus importante sur la privation d'aliments et de soins. Sur l'autre infraction... elle ne risque que, entre guillemets, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc concrètement, je ne sais pas sur quel terrain va se situer le tribunal. On voit qu'il y en a plusieurs. Voilà. Et on va justement écouter quand elle répond aux questions qui concernent l'éducation de son enfant. Elle a éduqué elle-même. Est-ce que c'était suffisant? J'ai découvert, quand il était tout petit, un mode d'apprentissage que je ne connaissais pas, qui est celui des apprentissages autonomes, où effectivement, je lui ai dans un premier temps fourni pas mal de matières équivalentes aux matières scolaires. Il sait très très bien lire, par exemple. Et dans un deuxième temps, en fait, il s'est approprié les chemins de connaissances, si je puis dire, avec ce magnifique outil qui est Internet, par exemple. Il va faire ses recherches lui-même. Évidemment, je suis toujours là pour l'étayer.
mais d'autres personnes aussi. On me fait souvent la remarque qu'il a une très bonne élocution, un très bon niveau de langage, qu'il est très à l'aise en dialogue. J'espère que mon fils va sortir bientôt et récupérer sa vie, parce que là, on lui ampute sa vie au présent, et j'ai très peur aussi pour son avenir, du coup, parce qu'il avait quand même beaucoup de projets d'avenir, et là, tout est mis à l'arrêt, c'est très difficile.